Voilà, ça se met en place et en lance. On va faire la masterclass qu'on n'a pas fait dimanche, tout simplement. Voilà, en fait, je suis arrivé chez moi à 6h30 du matin. J'ai dormi jusqu'à 16h30. Donc hier, je pouvais pas faire le live. Et aujourd'hui, bah, j'ai décidé de faire le live. Hop, 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 hop. Très bien. Oula. Super. Super. Cool. Bon, vous racontez quoi? Quoi de nouveau? Il n'y a pas eu de live hier soir. Non, non, il n'y a pas eu de live hier soir. En fait, on était au NFT Paris avec Picsou. Donc, on a été bien occupés, pour être très honnête. Et du coup, bah, c'était absolument impossible pour nous de s'en occuper. Léo, il est pas chez lui. Moi, j'étais pas encore rentré. Là, je suis rentré. J'ai dormi un peu. Je me suis occupé d'une nouvelle config PC. Et du coup, histoire de vous proposer quelque chose, j'ai pris quelques petites notes. Alors, je tiens quand même à m'excuser. D'habitude, le live du dimanche, je le prépare un petit peu toute la journée. Là, j'ai eu que quelques dizaines de minutes en face de moi parce que je voulais absolument avancer sur ce PC. Il y a un nouveau processeur qui est sorti aussi côté AMD. Du coup, voilà. On peut faire un débrief du NFT Paris, absolument. C'est une excellente idée. Alors, on n'a pas pris beaucoup de photos. C'est vrai qu'on n'a pas trop couvert avec le média parce qu'on s'est vraiment concentré aussi bien sur des interviews. On a fait une dizaine d'interviews. Et il y a aussi Picsou qui lance son nouveau projet. Donc, du coup, bah, il vous en parlera mieux que moi. Mais voilà, il a prospecté un petit peu pour son nouveau projet. Je constate d'ailleurs que j'ai énormément de mal à charger Twitter. C'est un truc de malade mental. Bref, c'est pas grave. Donc écoutez, NFT Paris. Petit débrief NFT Paris pour commencer. Donc, pour être très honnête, moi j'ai un avis qui est forcément biaisé parce que je commence à avoir quelques événements crypto au compteur. Donc je sais comment ça marche. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient déçus de l'événement parce que l'événement c'était 400 euros pour tout le week-end pour ceux qui n'avaient pas appliqué de réduction. Donc ils restaient un petit peu sur leur faim entre les conférences et les stands. Mais en fait ça c'est un feeling qui revient à chaque fois. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait les gens se disent j'envoie 400 balles, ça va être l'événement de ma vie. Et souvent ce qui se passe c'est que les événements crypto c'est très cher. Parce qu'en fait bah voilà il y a le local, il y a internet, il y a l'électricité, il y a la sécurité, le système de ticketing, le staff, les stands, bref il y a plein de dépenses. Donc en fait ça coûte extrêmement cher. Et c'est surtout pas subventionné parce que tu as des grosses conférences qui sont souvent subventionnées, tandis que là, c'est pas le cas. Donc il faut réussir à tomber sur ses pieds. Donc je me permets de défendre le diable. Nous, on a fait un événement Coin Academy, on était en début de bear market. Et en fait, bon, on s'en est bien sorti parce qu'on a su faire payer plus cher les partenaires pour pas faire payer trop cher les personnes qui sont venues. Mais malgré ça, les gens nous ont dit que c'était un petit peu cher. Ce que je comprends. Mais à un moment donné, si tu veux faire un événement et retomber sur tes pieds, soit tu allumes les gens au niveau des tickets d'entrée, soit tu fais des passes VIP qui coûtent extrêmement cher, mais tu allumes forcément des gens, soit tu allumes les sponsors. Mais il n'y a pas de magie. Hein. Il n'y a pas de magie. Je pense qu'il est grand temps de prendre au sérieux Stax. Moi, j'en pense rien du tout de Stax. Pour moi, ça vaut rien. Parce que si tu veux la jouer en mode DeFi sur Bitcoin, je réponds juste à un message d'horreur et je reviens sur NFT Paris. Regarde, c'est XCP. Non, c'est Counterparty. Counterparty qui existe depuis très longtemps. Hein, c'est de la DeFi sur Bitcoin aussi. Hein. Ça existe depuis 2014 et en fait, bah, les gens s'en tapent quoi. Et Stax, c'est un pseudo layer 2. Alors que c'est pas vraiment un layer 2. En ce moment, les gens sont un petit peu hype dessus, donc peut-être que ça va spéculer short term, parce que ça spécule en même temps que Ordinals. Donc là, on a fait x3 depuis cette tendance-là. Peut-être que les gens vont commencer à s'exciter, mais moi, ça me fait pas rêver du tout, personnellement. Après, d'un point de vue spéculateur, peut-être, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais moi, après un x3 comme ça, vu mes convictions, j'y mettrai pas les pieds personnellement.
Voilà. Bonsoir Cyril, bonsoir tout le monde. Pour revenir à NFT Paris, du coup, voilà, j'ai justifié un petit peu le truc par rapport au prix d'entrée. Mis à part ça, écoutez, il y avait plein de stands. La couverture qui a été faite sur leurs réseaux sociaux, elle a été carrée dans l'axe. Ils ont bien mis en évidence les partenaires. Ils ont fait des belles images. Voilà, tu vois, tu as une équipe de monteurs vidéo, de photographes, caméramans et compagnie. Il y avait plein de stands différents, aussi bien des trucs plutôt artistiques que des trucs... C'était 400 €, je crois, le prix d'entrée. Il y avait des trucs plutôt Web3 classiques, des trucs NFT, des agences, des projets Play to Earn. Il y avait vraiment de tout, en fait. Il faut quand même noter qu'il y avait, je crois, 11 000 personnes lors de l'événement sur 2 jours. C'est quand même beaucoup pour un événement en crypto. Donc, malgré le prix, c'est énorme. Alors, je sais qu'ils ont offert des passes et compagnie, mais voilà, il faut noter qu'il y a eu 11 000 personnes quand même sur place. Donc moi, en fait, si vous voulez, voilà comment je fonctionne sur des événements comme ça. Maintenant que voilà, on est un peu rodé avec Picsou, on commence à connaître du monde dans le Web3, donc on sait qu'on va pas s'ennuyer. Souvent, ce qui se passe, c'est que quand tu n'es pas de l'écosystème crypto, tu arrives dans ces événements-là, donc tu payes plein pot, tu connais personne, tu fais un tour, 2 tours, 3 tours, tu vois vite fait les stands qui t'intéressent, tu discutes avec quelques personnes, et au bout de 2 heures, 3 heures, tu as fait le tour et tu t'ennuies, et tu dis ouais, l'événement c'est de la merde. Voilà ce qui se passe dans un événement crypto classico. Parce qu'en fait, ces événements-là, tu les fais pour réseauter. Tu les fais pas pour apprendre des trucs de ouf. Alors oui, t'as une partie conférence auquel je n'ai absolument pas assisté, donc je vais pas vous faire une critique d'un truc que je ne maîtrise pas. C'était très engorgé en revanche sur la partie main stage. Il y avait un main stage, vous voyez, juste en face de la Tour Eiffel, avec le ministre de la Transition numérique, si je dis pas de bêtises, voilà, juste ici. Donc voilà, un local en face de la Tour Eiffel, tu sais que les gars, ils ont dû envoyer au moins 6 chiffres pour le local, très largement 6 chiffres, je pense. Donc voilà, faut se rattraper sur les stands, faut se rattraper sur tout le reste. Ensuite, quoi d'autre? Voilà, moi ce que je vous conseille de faire naturellement, quand vous avez des événements crypto comme ça, c'est que vous allez sur Eventbrite, voilà je vous montre, hein. Eventbrite. Vous tapez le nom de la ville où il y a l'événement crypto, par exemple vous allez à Lisbonne au Portugal parce qu'il y en a beaucoup. Paf, tu mets la date. D'ailleurs, ils ont changé l'interface, c'est quoi ce délire là? Comment je peux filtrer? Popular in. Ah voilà, bon. On va passer par là. Web3 ou crypto, peu importe, voilà. Tu tapes le nom, tu tapes la date. Imaginons tu fais un truc le mois prochain. Et tu vois, tu as plein d'événements en fait qui se font constamment. Alors, petite astuce, hein, vous allez sur Coin Academy, vous allez dans l'onglet outils et vous avez un calendrier des événements et conférences crypto, voilà, qu'on essaie de tenir à jour. D'ailleurs, tout ça, je pourrais l'enlever. Et donc, vous voyez qu'à Paris, bon, on a un truc Polkadot, on a la Paris Blockchain Week qu'on va essayer de faire le mois prochain. Le THCC, le Surfing Bitcoin, peut-être, rien n'est très sûr. Ensuite, côté international, tu as plein de trucs. Donc, à chaque fois, c'est pareil. Tu programmes tes side events, tu en programmes un max. Comme ça, tu sais que le soir, tu auras des soirées, tu vas pouvoir picoler, tu vas pouvoir réseauter. Pour ceux qui aiment l'alcool, pour ceux qui n'aiment pas l'alcool, ça se fera très bien avec de l'eau pétillante et du Coca-Cola. On ne juge pas ici, il n'y a pas de souci. Mais voilà, tu réseautes dans ces trucs-là. Tu regardes sur Eventbrite, tu regardes sur meetup.fr. Et même si tu vas tout seul, tu connais personne, tu vas rencontrer des gens. Moi, je sais que je suis on fait d'ailleurs un truc au Luxembourg pour ceux que ça intéresse tous les derniers vendredis du mois avec l'ami Amy et compagnie. Je sais que certains d'entre vous, dont je fais partie, vous n'êtes pas forcément à l'aise pour aller vers les gens. Vous avez peut-être l'habitude que les gens viennent à vous. Mais dans des événements crypto, en fait, c'est très simple. Tu vois des gens discuter, un verre à la main, t'arrives, un verre à la main, tu tends ta main et tu dis « Bonjour, moi c'est Capette ». Là, ils vont te répondre le prénom. Et ensuite, tu dis « Qu'est-ce que vous faites dans le Web3 ?» Ils vont te dire si tu bosses dans le Web3 ou pas. Et tu discutes. Et tu prends des informations. Ok, tu es dans quel projet? Qu'est-ce que ça fait, etc. Et c'est comme ça que tu fais des liens et que tu fais ton réseau petit à petit, en fait. Hein.
Mais les premières fois dans les événements crypto, quand tu connais personne, oui, tu t'ennuies. Et donc en fait, c'est ça le truc, c'est qu'NFT Paris, il y avait des stands, il y avait des conférences, il y avait des side events, il y avait tout. Donc moi je comprends pas trop pourquoi les gens étaient aussi salés, alors que franchement je les ai trouvés quand même au-dessus de la moyenne par rapport à ce que j'aurais pu faire, par exemple au Paris Web Blockchain Summit de l'an dernier, que j'ai pas trouvé terrible, dans le sens où c'était extrêmement cher. Bon, moi j'ai pas payé du coup, mais c'était très cher. On avait parfois du mal à circuler. Et il y avait plein de side events, là c'est pareil, mais au niveau des stands, c'était quand même beaucoup moins mis en valeur qu'à NFT Paris, je trouve. À NFT Paris, tu avais plein de stands, tu pouvais voir des trucs, tu pouvais discuter avec tout le monde, on n'était pas mélangé, compressé comme des points zip en fait. Donc moi j'ai trouvé ça cool. Au-delà de ça, donc il y avait le cofondateur des Bored Ape, il y avait D-Gods, il y avait, on va dire, tous les plus gros projets NFT, il y avait des stands type Ledger, tu avais encore une fois plein de projets Play to Earn, etc. Il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. Nous, du coup, ce qu'on a fait, c'est que Picsou a préparé en avance les interviews pour qu'on ne se retrouve pas comme des idiots, parce que c'est ce qu'il faut faire. Donc on essaie quelques semaines à l'avance de programmer les interviews et ensuite de se booker un planning. Et franchement, Picsou, il a géré côté planification des interviews et moi j'ai géré niveau exécution des interviews. En gros, si vous voulez, il y a quelques mois, on a un caméraman monteur qui nous a contacté pour nous proposer de bosser avec nous. Donc du coup, il était avec nous lors du Solana Breakpoint. C'est pour ça que vous avez pu voir plein de petites vidéos bien montées au sujet du Solana Breakpoint sur la chaîne YouTube de Coin Academy. Et donc on a réitéré l'exercice là pour le NFT Paris. Voilà, donc tout ce qui est Solana Breakpoint, normalement on a une playlist que voici. Voilà, il y a tout. Il y a tout. D'ailleurs, il y a même les vidéos qu'on n'a pas encore mis en ligne. Bon bref, c'est pas grave. Donc n'hésitez pas. Et à chaque fois, je prends pour exemple ceci. On a deux plans de caméra, des micros, on a des trucs en extérieur, en intérieur. C'est vraiment stylé. On a même mis les sous-titres pour les interviews en anglais. Les contenus arrivent bientôt. Dans les prochains jours, on va essayer. Et donc au niveau des interviews, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a fait Ledger, le CTO de Ledger, qui est français en plus, qui nous a expliqué un petit peu qu'est-ce qui arrive. Il nous envoie un petit peu d'alpha sur Ledger, il nous parle de sécurité, il nous parle de plein de trucs, c'est super cool. On a eu le Head of DYDX Foundation, qui est aussi un français. Trop sympa, j'étais choqué, le gars il a bossé 15 ans à Hong Kong dans plein de trucs entrepreneurial et Web3. Il nous a offert un bouquin aussi sur les entrepreneurs du Web3, il faut que je le lise, ça a l'air vraiment stylé. Après l'après-midi, on devait avoir Julien Bouteloup, malheureusement il n'était pas dispo. On a eu... Qui j'ai fait déjà? Attendez, je prends mes notes, j'ai un petit trou. Je vous affiche pas mes notes, mais... Je prends mes notes. Voilà. Donc je vous disais, dans l'ordre, on a fait Ledger, DYDX, pas Bouteloup du coup. NFT Factory, un des cofondateurs de NFT Factory, John, qui est super sympa, donc qui nous a expliqué ce que c'était. En gros, c'est une exposition dans un local, je crois, de 400 mètres carrés à Paris, très bien situé, avec plein de projets autour des NFT, etc., avec plein de cofondateurs pour vraiment faire briller l'écosystème NFT et aussi l'art au travers du numérique. Donc il nous a expliqué un petit peu la vision. Voilà, c'est ce monsieur-là que j'ai interviewé. Donc vraiment cool parce qu'en fait, tu vois, tout le temps on fait des layer one, des trucs tech, etc. Et quand on vous parle de NFT, on vous parle de collection NFT. Mais en fait, là, on a des gens qui font du luxe. On a des gens qui font des projets pour financer des trucs sympas. On a vraiment de tout et ça nous permet de nous ouvrir un petit peu à des choses différentes de Bitcoin, etc. On a également interviewé Billy. Donc Billy qui est une solution de ticketing. Tiens d'ailleurs, je crois qu'ils ont changé leur site. Solution de ticketing sur Tezos et une autre chaîne qui bosse avec différentes marques qui veulent justement proposer un système de tickets avec QR code certifié par la blockchain pour lutter contre la fraude. Vous voyez, dans les clients, on a LVMH quand même. Pirates, que je connaissais pas, qui est un accélérateur assez stylé. Voilà, The Sandbox, Kenzo, etc. Donc, petite interview sympa. Ensuite, le samedi, on a interviewé, je crois que c'est Ina, je ne veux pas dire de bêtises. Voilà. Ina Modja.
Ina Modja qui bosse pour un projet qu'elle a fondé qui s'appelle Code Green NFT. Donc pareil, j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça me change complètement de ce qu'on fait d'habitude. En fait, si vous voulez, je sais pas si vous avez déjà entendu parler. Tout le monde connaît Billy habillé comme je sais pas si vous avez déjà entendu parler de World of Women, qui est une collection NFT. On a d'ailleurs fait un article sur le sujet. Donc c'est une collection NFT qui permet en fait à la fois de représenter un petit peu les femmes dans l'écosystème NFT, mais aussi financer des initiatives pour pouvoir à la fois faire venir plus de femmes dans l'écosystème, mais aussi financer des projets qui leur tiennent à cœur. Donc du coup, Ina, elle, comme je disais, elle a monté un projet qui s'appelle Code Green, qui est un projet impact. Donc tu vois, écoutez-moi bien, parce que tu vois, là, sur le coup, j'avais un biais. Vous me connaissez par rapport à tout ça, social justice, climate change, gender equality. Je me suis dit, on risque d'être je donne des leçons, etc., etc. Et pour le coup, pas du tout. Ina, vraiment super sympa. Je vais essayer de la voir sur Twitch. De toute façon, l'interview, vous allez voir, elle est vraiment géniale. C'est une nana en fait qui est activiste depuis presque une quinzaine d'années. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que World of Women, ils ont fait une première collection NFT qui s'appelle World of Women, qui a levé des fonds. Et ils ont fait une seconde collection NFT qui s'appelle World of Women Galaxy, qui a permis de lever un peu plus de fonds encore. Et dans World of Women Galaxy, avec cette levée de fonds, oui, c'est une chanteuse aussi, il me semble, KXS. Ces fonds peuvent servir à financer des projets. Donc là, en l'occurrence, les projets en question, ça va être des projets, par exemple, de justice sociale, comme, je sais pas, des écoles dans des pays défavorisés, climate justice, impact, gender equality, donc tout ce qui va être LGBTQ, défense des personnes homosexuelles, etc., etc., défense des minorités et d'autres urgences humanitaires. Donc c'est toujours des projets qui sont gérés au cas par cas. Et en l'occurrence, Ina, c'est quelqu'un qui fait ça depuis très longtemps. Et ce que j'ai vraiment kiffé, c'est que pour le coup, à aucun moment de l'interview, on était dans je donne des leçons, je me plains, machin, truc. On était vraiment dans l'action. On était, voilà, on identifie des problématiques et on essaie d'apporter des solutions et pas que de budget, on essaie d'apporter un accompagnement, etc., etc. Elle l'explique très bien de toute façon dans l'interview. Et j'ai trouvé ça vraiment positif parce que pour le coup, pour une fois, on était vraiment dans l'action. Voilà. Et j'insiste vraiment là-dessus. C'est-à-dire que je suis arrivé avec un biais, je lui ai dit en pleine interview, je lui ai dit moi j'ai tendance à avoir un biais par rapport à ça, mais là le discours il était différent et ça m'a fait vraiment plaisir. Et c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit souvent on est dans la charité, je lâche du pognon, je donne des leçons et c'est insupportable. Donc voilà, interview super sympa avec Ina qui va arriver. Ensuite, ouais, attention au climato-sceptique. Il y a du vrai, il y a du faux, Cyril, mais il faut faire très attention à ça. On tombe vite dans la bêtise par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce que je m'étais noté d'autre dans les interviews? Excusez-moi. On a fait le cofondateur de Yuga Labs, du coup. Donc Yuga Labs, qui est l'entreprise qui a émis les NFT Bored Ape, qui a racheté les CryptoPunk et compagnie. Alors c'était rigolo parce que du coup Crypto Garga, il arrive, super sympa, il me serre la main, il y a sa meuf, pardon, une nana qui gère la relation presse pour Yuga Labs, qui me dit voilà, est-ce qu'on pourra bien valider avant de publier? Je lui dis oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et vraiment, je lui pose quelques questions et le mec, il était trop buzzy. C'était pas en mode tu m'ennuies, mais c'était en mode vraiment je suis à la montre, donc si on peut vraiment s'activer et faire vite, go. Donc du coup, je lui pose les questions, machin, truc. Paf, on enchaîne l'interview. Le gars trop à l'aise sur interview, il délivre, etc. Il nous explique, voilà, c'est vraiment un projet pour faire du communautaire principalement et aussi faire des projets de plus en plus dans le gaming parce que les Bored Ape, ils ont lancé des mini-jeux pour... comment dire, des mini-jeux avec des choses à gagner, des trucs comme ça, jeux auxquels je n'ai malheureusement pas participé. Et apparemment, ils vont lancer plein d'autres jeux. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que du coup, le co-créateur de Yuga Labs, c'est un gros gamer. Il adore les jeux Blizzard, tout ce qui va être Warcraft, World of Warcraft, Starcraft et compagnie. Donc ça m'a fait plaisir d'avoir quelqu'un qui comprenait un petit peu cet univers et qui voulait faire avancer les choses dans cet univers. Surtout que c'est la vraie chanteuse qui est à fond en NFT maintenant. Je t'avoue convaincu, je la connaissais pas du tout. Je la connaissais pas du tout avant l'interview.
Ensuite, voilà, bon bah cette interview gros banger. On n'a juste pas parlé du jeton Ape. Et d'ailleurs, je pense que c'est important de faire la petite précision en off. J'ai essayé de lui demander, je lui ai dit, est-ce qu'on peut parler du jeton Ape? Il m'a dit, je préfère pas qu'on parle du Ape. C'est un jeton, c'est géré par une DAO, c'est décentralisé de son côté. Donc je préfère pas. Voilà. Et moi, ce que j'en ai compris, c'est qu'en fait, j'imagine qu'avec le régulateur SEC qui est en train de chasser tout le monde, euh, il a dû se dire, vaut mieux même pas en parler parce que tout ce que je peux dire peut être retenu contre moi, donc on évite les problèmes. Et je le comprends totalement. Qui on a eu d'autres en interview? On a eu... non, on n'a pas eu ça. Qu'est-ce que j'ai fait? On a fait Blackpool. J'ai eu Narcisse de Blackpool. Trop sympa. Donc Blackpool Finance, pour être précis. Alors Blackpool Finance, c'est un des nombreux produits créés par Julien Bouteloup, qui est un serial entrepreneur, pas que Web3, mais qui fait quand même beaucoup de Web3. Et donc en fait, c'est un fonds d'investissement dans la finance décentralisée. C'est-à-dire qu'ils ont des produits à la fois pour du NFT et à la fois pour des jetons fongibles. Donc quand c'est de la DeFi type jeton fongible, ça va être StakeDAO, où tu vas pouvoir toucher des taux d'intérêt sur des stratégies plus ou moins risquées, etc., etc., avec une interface sympa. J'avoue que je ne l'ai jamais utilisé, mais c'est un produit que vous pouvez vous-même utiliser si vous êtes un peu branché DeFi mais que vous ne voulez pas trop vous prendre la tête. Donc c'est un produit qui a quand même pas mal de succès. Et Blackpool, c'est plutôt sur la partie NFT, donc il nous explique ce qu'il en est, mais en gros, c'est intéressant parce que, encore une fois, quand on vous parle de NFT, nous, avec Picsou, on vous parle souvent de collection NFT. Et là, en l'occurrence, tu vois, je l'ai bien attrapé sur la partie gaming. Et en fait, il m'expliquait qu'il va y avoir de plus en plus de play to earn, on va dire, d'avenir, où tu peux gagner de l'argent si tu es vraiment bon sur le jeu. Et donc, en fait, ce qu'ils essaient de faire, eux, c'est recruter des joueurs professionnels, un peu comme des joueurs e-sport, qui sont bons sur ces jeux-là, pour générer du rendement. C'est-à-dire, bah, voilà, investir dans des jeux type Sorare, type... qu'est-ce qu'il m'avait cité d'autre? Mais ça doit être écrit de toute façon dans le portfolio. Voilà, on a Sorare, eSport Manager, on a Avegochi, Guild of Guardians, mais il m'avait pas parlé de ça. Il m'avait parlé aussi de Infinite... Attendez, je vais vous trouver le nom, il faut que je retourne sur le Twitter de NFT Paris. Parce que ça peut vous intéresser. Excusez-moi. J'arrive pas à trouver le truc. J'arrive pas à trouver le truc. C'est un jeu d'échecs en fait. C'est un jeu d'échecs dans le Web 3. Web 3. Échec. Immortal, voilà. Immortal Game. Exactement. Immortal Game. Excusez-moi, je sais pas pourquoi je pense à Infinity, en fait c'est Immortal Game. Ils avaient un stand sur place, et là pareil, en fait dans le top 10 des joueurs Immortal Game, bah, ils ont le 6ème, 7ème, 8ème, 9ème et 10ème. Et ça leur permet du coup de pouvoir générer des rendements sur le jeu. Ouais, il y avait Sardoche sur place, exact, il y avait Sardoche sur place. Qui streamait je crois d'ailleurs, hein, Sardoche sur place. Voilà, donc interview Blackpool. Et j'ai fait une interview aussi de Virstate. Alors Virstate, c'est un projet qui est franchement pas mal. Je pense que cette interview-là, je vais la balancer sur ma chaîne YouTube. Pour vous donner un peu le contexte, quand je m'intéressais de plus en plus au métaverse, au play to earn, etc., je suis tombé sur ce site-là. Et j'ai vu que c'était des Français du coup. Et je voyais déjà qu'ils bossaient avec Exclusible, avec qui on avait bossé nous, qui bossaient avec The Sandbox, qui bossaient sur du Decentraland aussi, comme affiché ici. Là, on voit des nouveaux clients, on peut voir Webedia d'ailleurs. Et donc en fait, l'idée c'est quoi? Bon, je vous spoil un petit peu l'interview, mais en gros, le CEO de Virstate, c'est un petit jeune qui a fait v'là les bails sur Minecraft. Et en fait, tu vois, Minecraft, c'est un jeu où tout est autour du modding. Donc lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il comprenait le code de Minecraft, il faisait ses serveurs sur Minecraft, avec du PVP, des trucs, de la monétisation in-game, etc. Et puis très jeune, ça lui a permis de faire pas mal de revenus, et dans le même temps, de bien comprendre comment fonctionnait un jeu vidéo et comment tu pouvais modifier un jeu vidéo.
Et donc, il a appliqué cette logique au monde du Web3. Donc, en fait, littéralement, il a reverse engine The Sandbox, Decentraland et compagnie. Alors, je vais vous traduire ce que ça veut dire. En gros, un hacker, pour craquer un programme, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de comprendre le code de l'intérieur. Donc, il décompile le programme pour comprendre ce qui est écrit à l'intérieur. Donc, lui, c'est plus ou moins ce qu'il fait avec The Sandbox. Il fait du reverse engineering de The Sandbox pour comprendre le moteur. Et ensuite, lui, il fork ce moteur pour pouvoir faire des trucs en plus que The Sandbox n'est pas capable de faire par défaut. Et donc, lui, en l'occurrence, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des espaces virtuels qui sont visuellement plus jolis, plus aboutis que ce que permet le kit de développement de The Sandbox par défaut. Et ça permet du coup de pouvoir faire des espaces métaverses pour des entreprises ou des personnes fortunées sur mesure. Yo l'infray. Donc ça peut être, je sais pas, un penthouse, un appart, une maison, un château, un terrain dans le métaverse. Et du coup, bah, son projet, il est tellement abouti que bah, le fondateur de The Sandbox, Sébastien Borgé, est investisseur de Veerstate. Donc c'est un gars que j'ai rencontré en soirée lors de l'ETHCC, c'était en juillet 2022. J'avais aussi rencontré un de ses associés peu de temps avant sur une autre soirée. C'est lui que je crois que je t'avais rencontré, ouais, tout à fait. Donc le CEO, c'est ce monsieur-là, et son autre associé qui est plutôt de la technique aussi, c'est celui-là. Et donc on a pu parler, etc. Et j'ai grave kiffé le projet parce que, voilà, peut-être qu'un jour on sera amené à faire un espace virtuel pour Coin Academy ou pour moi en perso pour Capet, ou plus encore développer un jeu. Et c'est typiquement le genre de personne avec qui j'aurais tendance à tenter l'aventure. Donc voilà, aujourd'hui, il s'occupe de faire les bâtiments pour Exclusible, il s'occupe de faire des trucs pour The Sandbox. Apparemment, ils vont faire des trucs avec Webedia. Je peux pas trop vous en dire, mais il m'a montré les slides, ça va être cool. Donc voilà, je l'inviterai sur Twitch, il nous en parlera un petit peu plus en détail et on essaiera de faire des trucs cool. Donc voilà, au niveau des interviews, on a vraiment de tout pour le coup, vous l'aurez compris. Autour du Web3, du NFT, etc. Et ça va arriver dans les prochains jours sur la chaîne YouTube de Coin Academy, que je vais vous envoyer tout de suite. Voici. C4W, non, je connais pas. Yo Orion. Voilà pour le débrief du NFT Paris. Beaucoup d'interviews et des petites soirées le soir tranquille. Et franchement, j'ai tellement charbonné la journée que le soir, c'était plus pour rigoler et j'ai pas cherché à faire plus de networking que ça. Par contre, en revanche, on va vraiment charbonner avec Picsou là, dans les prochaines semaines parce que moi, de mon côté, c'est en train de se faire. Je vous lâche l'information en premier ici. Je vais être en mois d'essai avec Ultra, pour ceux qui connaissent. Donc là, on va dire le Steam Web 3, un concurrent de Steam dans le Web 3 qui permet de profiter de la technologie blockchain, des NFT, tokeniser les jeux, revendre les jeux, etc., etc. Ah, je suis pas connecté. Ah, bon, bah, je vais pas me connecter maintenant, quoique si, je peux en fait. Donc, je vais être en mois d'essai, je vais devoir leur faire des tweets, une vidéo dédiée sur YouTube, je vais devoir aussi faire des live Twitch. Donc, ne comptez pas ce live Twitch dedans. Voilà, c'est bon. Pour présenter la plateforme, présenter la vision, etc., etc. Le but derrière, ça va être de montrer qu'on est capable de faire de la conversion, que j'amène des gens s'inscrire sur la plateforme, que j'amène des gens suivre sur les réseaux sociaux, le Discord, etc., interagir, mesurer le reach, mesurer l'engouement, et en fonction de l'engouement, potentiellement le contrat sera reconductible. Donc je vais être en contrat avec eux, en perso. Le but aussi, ce serait de voir pour mettre Coin Academy dans la boucle, bien entendu. Mais dans un premier temps, ça va être un contrat en perso, en plus de mes activités en plus. Et je vous avoue, je suis super content parce que 2022, j'ai passé beaucoup de temps à m'occuper de Coin Academy et très peu de temps de m'occuper de moi, de ma chaîne YouTube, etc. Là, je vais pouvoir vraiment allier les deux et financièrement, ça va me mettre vraiment bien. Donc, je vais moins être dans, comment dire, la course à trouver un partenaire qui me plaît, avec lequel j'ai pas trop besoin de me justifier par rapport à la communauté, et plus être dans l'exécution en fait. Gérer Ultra, gérer nos autres partenaires, gérer un lien où on peut déjà s'inscrire. Attends, normalement j'ai pour Ultra. Voilà mon lien. Si
tu veux t'inscrire. La plateforme n'est pas encore live, hein, si jamais. La plateforme sera live un petit peu plus tard, dans pas longtemps en réalité, dans pas longtemps, mais là encore, je peux pas vous dire quand. Mais dans pas trop longtemps. Voilà, donc du coup, trop bien. Financièrement, plus de problème. Au contraire, ça va pouvoir cash in de mon côté. Donc je vais pouvoir me concentrer, je peux pas dire les dates, je vais pouvoir me concentrer sur Coin Academy, me concentrer sur mon YouTube. On va être beaucoup plus présent en live Twitch du coup. Parce que voilà, il y aura plus cette problématique-là. Pour être totalement transparent avec vous, voilà, Picsou de son côté, il est vraiment sur la partie développement du site web Coin Academy, partenariat, sales, ce genre de choses. Moi, j'ai été beaucoup sur la partie fondamentale. Moi, je suis un très très mauvais négociateur, très mauvais sur la partie commerciale me concernant parce que j'ai toujours un peu ce syndrome de l'imposteur où je fais vraiment gaffe à pas être considéré comme un arnaqueur ou je ne sais quoi, parce que voilà, quand tu fais du Web3 et que tu commences à gagner de l'argent, les gens se mettent à gueuler. Et du coup, je suis vraiment content. En perso, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Du coup, on attaque en mars pour Ultra. Tu seras payé en US? Non, pour être transparent, je serai payé dans un premier temps en fiat plus d'autres trucs. Comme ça, je paye les factures. Voilà, pour être transparent. Et après, peut-être qu'il y aura des leviers de négociation sur du US, etc. Mais sinon, moi, en perso, j'ai du US. Hein. J'avais investi dessus. Tu vas t'occuper de quoi? Je suis ultra. En gros, je serai ambassadeur dans un premier temps. Ambassadeur pour parler de la plateforme, pour parler de la plateforme e-sport aussi. Pour être transparent, combien ça, je peux pas te dire. Ça, je peux pas te dire parce que je pense que ça me mettrait dans le caca vis-à-vis d'eux. Mais bien payé. Bien payé, franchement. Ça fait plaisir. Étant donné que j'ai monté ma boîte au Luxembourg. En gros, si vous voulez, j'ai fait ma boîte au Luxembourg. Je suis salarié de ma propre boîte au Luxembourg. Et donc, l'idée, c'est de me payer vraiment le minimum syndical en perso pour payer les factures, la bouffe, les trucs comme ça. Et puis encaisser sur la boîte. Comme ça, dans le meilleur des cas, le CEO d'Ultra est un crack, j'adore. Ouais, franchement, IRL, feeling de fou avec David, hein, c'est clair. Du coup, voilà, j'encaisse sur la société. Si j'ai besoin de fiat, je me verse des dividendes. S'il faut, avec la société, je peux réinvestir dans des crypto-monnaies parce qu'il y a des possibilités au niveau du Luxembourg pour ça, avec une fiscalité avantageuse, je pense. Et puis, à côté de ça, bon, bah voilà, j'ai mes bagues en crypto et je touche plus à rien. Donc ça me fait vraiment plaisir parce que j'insiste vraiment là-dessus, je me confie un petit peu. En gros, moi, je suis quelqu'un où si je gagne pas d'argent à la fin du mois, ça me met mal à l'aise en fait. Et 2022, c'était vraiment un mois, une année en perso où je perdais de l'argent parce que j'ai choisi de miser sur Coin Academy. Donc j'ai vraiment poussé sur Coin Academy. Ouais, je vis au Luxembourg. Et à un moment donné, j'en ai eu un peu marre. Donc j'ai un peu, pas délaissé Coin Academy, mais j'ai passé moins de mon temps perso sur Coin Academy pour essayer plus de m'occuper de ma chaîne YouTube et d'autres activités. Et là, il y a tout qui est en train de se débloquer en ce moment. Donc voilà, se dire, j'ai pas à être le salarié de qui que ce soit, je suis freelance, je bosse avec qui je veux, je peux me salarier, je vis bien, c'est nickel. Expat, mais pas trop. Ouais, en fait, je suis au Luxembourg. Je suis au Luxembourg parce que ma femme, elle a trouvé du boulot au Luxembourg et j'ai choisi de la suivre. Et niveau business, vous saviez, moi avant, je vivais surtout des ventes de PC quand je fais des conseils autour des PC, etc. Évasion fiscale. Pour le moment, frérot, pas trop. Alors sur la crypto, il y a des avantages, effectivement. Mais sinon, au niveau de mes activités, en fait, pas trop, parce que tu vois, avant, j'étais auto-entrepreneur, et l'auto-entrepreneur en France, bon, le désavantage, c'est qu'au niveau de la cotisation retraite, les charges sociales, etc., enfin, des compensations sociales, c'est pas terrible. Mais je me retrouve à peu près avec les mêmes taux en entreprise au Luxembourg. Alors, c'est vrai que c'est plus intéressant que la France, dans le sens où, en fait, la France, c'est un enfer. Donc, voilà. Mais c'est pas non plus magique. C'est magique pour les très grosses entreprises qui potentiellement ont magouillé avec l'État. C'est des choses qui se font dans pas mal de pays. Hein. Ça se fait à Malte, ça se fait à Monaco, ça se fait en Irlande. Ça se fait probablement en France aussi. Parce que j'imagine bien que les boîtes du CAC 40, pour rester, elles doivent faire des deals sur mesure avec l'État. Mais sinon, pour ce qui est des cryptos au Luxembourg, si tu holds une crypto au moins 6 mois, elle est exonérée d'impôts. Voilà, donc là, effectivement, le
Le hold 6 mois, voilà, comme dit Seiya, le hold 6 mois, il est vraiment intéressant. C'est quand même plus sexy que la flat tax. Mais ça, je ne le savais même pas quand je suis arrivé dans le pays, hein. Je l'ai fait parce que j'ai suivi ma meuf et puis voilà. J'avais déjà fait l'Irlande, j'ai voulu tester le Luxembourg. J'aurais pu être à Paris, j'aurais pu être en Suisse, j'aurais pu être en Estonie, etc. De toute façon, pourquoi spécifiquement hold? Bah, c'est la loi, hein. C'est-à-dire que si tu es payé en crypto, ça ne s'applique pas. Si tu fais du staking en crypto, ça ne s'applique pas. Si tu fais du liquidity mining en crypto, ça ne s'applique pas. Jamais sur le continent américain. Je pensais, mais voilà, ça m'éloignerait de tous les gens que je connais. Moi, je suis pas le mec le plus social de la planète. Mon anglais, il est pas ultime. Genre, si tu réalises un gros montant de gains sur les cryptos, c'est 0% quand même. En théorie. En théorie. Je dis en théorie parce qu'en pratique, c'est peut-être pas aussi simple que ça en a l'air. Mais c'est quelque chose qui se fait aussi sur les actions, je crois, en crypto. Mais sinon, moi, vu qu'on est lancé sur le sujet de l'optimisation fiscale, moi, ce qui m'avait vraiment tapé dans l'œil avant de partir au Luxembourg, c'était l'Estonie. Parce que l'Estonie, en fait, si tu crées une boîte là-bas, si tu réinvestis tout le temps et que tu te payes pas, t'as pas d'impôt, en fait. T'es à zéro. Et si tu te payes, t'as une flat tax de 20% en Estonie. Donc, en réalité, si vraiment tu te payes le minimum syndical, tu te gaves en Estonie. Surtout que niveau paperasse, il n'y a rien. C'est simple comme bonjour. Le seul risque, c'est que tu es dans le froid et tu te rapproches de la Russie. Mais l'Estonie, c'est vraiment stylé de fou, hein. Sinon, voilà, comme dit Dams, moi, niveau loyer au Luxembourg, je raque, hein. À deux, là, avec ma femme, on est à 1700 euros sur un 80 mètres carrés pour juste le loyer. Tu ajoutes par-dessus 80 euros de fibre optique, parce que c'est beaucoup plus cher que la France. L'électricité, qui est plus cher que la France. La bouffe, qui est un petit peu plus cher que la France. Tu vas dans un resto, t'as pas de pichet d'eau, tu veux boire de l'eau, ils te posent une bouteille, c'est 5 euros la bouteille d'eau. Tu veux manger 3-4 cochonneries, ça te coûte la peau des fesses au resto. Donc en fait, oui, tu fais des optis d'un côté, mais tu te fais taillader sur le quotidien de l'autre. Alors c'est pas la Suisse, hein, mais voilà, c'est pour vous dire que c'est toujours la même chose. Quand t'es très 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 riche et que tu optimises, bah t'optimises à mort. Mais quand t'es quelqu'un, on va dire un petit peu plus au-dessus de la moyenne, voilà, faut faire tes calculs. Parce que la France, tu as des endroits en France où ça coûte vraiment pas cher. Tu peux faire des courses pas chères. Tu as le statut auto-entrepreneur où tu n'as quasiment aucune paperasse à faire. Niveau imposition, tu te fais pas trop démolir. Donc, c'est juste qu'il faut penser fiscalité, quel que soit le pays où tu es, en fait, hein. Ça marche, Dams. Tu vises les îles Vierges britanniques, je sais pas ce que tu vas faire là-bas. En Irlande, je paye 1800 euros pour 50 mètres carrés. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Ouais, bon, enfin, je te dis ça, moi, quand j'étais à Dublin à l'époque en Irlande, je payais. On était en coloc à 3. Donc j'avais une chambre et après, on avait une cuisine et une pièce principale commune. Je payais 600 euros. Et c'était en coloc à 3. Donc ouais, voilà, tu me dis 1008 dans un 50 mètres carrés. Surtout que ça a beaucoup augmenté, c'est Lasermi, ouais. Auto-entrepreneur, tu es sacrément limité, 70 000 bruts par an de revenus liés au service. Oui, alors ça dépend de ton activité éphémérale, mais bon, même 72 000 bruts, tu payes, allez, bout à bout, 30% d'impôt dessus, parce que je compte en fait les charges auto-entrepreneur où tu as à peu près 25%, et après les impôts sur les revenus. Ça va, tu vis bien avec 70 000 balles, hein, parce que gros... 70 000. Disons que je mets moins 35% si je compte tous les impôts. Ça va à 45 500 euros à l'année net. Peut-être que c'est un peu compliqué à Paris, mais dans le reste de la France, tu t'en sors bien en auto-entrepreneur quand même. En France, ça ne vaut pas le coup d'ouvrir une entreprise. Je vois beaucoup de personnes qui se lancent et préfèrent repasser employé. Bah, c'est toujours pareil, hein. L'entreprise, le plus dur, c'est quand tu te lances, tu galères comme un chien jusqu'à que tu trouves plusieurs clients avec du paiement récurrent et que tu arrives à t'en sortir. Mais les premiers mois, voire les premières années, tu patines, hein.
Et voilà, tu as plein de charges. Parce que quand tu es auto-entrepreneur en France, tu fais quoi? Tu fais paiement trimestriel, tu dis j'ai gagné tant, tu payes tant, tu appuies sur un bouton, tu fais un virement, tu notes ta compta dans un Google Excel, on n'en parle plus. Mais quand tu commences à avoir une entreprise, voilà, faut avoir quelqu'un qui s'occupe de ta TVA, faut s'occuper de faire des fiches de paye si jamais tu veux te salarier. Tu as des charges en plus en société. Donc franchement, voilà. Le statut auto-entrepreneur en France, je le trouve bien. Le problème du statut auto-entrepreneur en France, c'est que tu te fais casser le derrière sur la cotisation retraite. Tu te fais une retraite de misère. C'est bien pour démarrer, quoi, mais il faut vite se débrouiller pour être une entreprise après. En France, la frontière avec le Luxembourg devient beaucoup trop chère, comme partout en France. Ah ouais, Thionville, ça commence à taper cher. Compliqué à Paris, il faut vraiment pas savoir gérer son argent. Alors, je suis d'accord avec toi, Polio, mais il y a beaucoup de gens qui aiment bien boire des canons. Il y en a qui fument et qui fument pas que du tabac. Et tu sais comme moi que quand tu commences à rentrer dans cette méta-là, tu peux très très vite dépenser. Parce que si t'envoies... Ouais, remarque, c'est vrai qu'il faut y aller quand même. Parce que t'envoies pas non plus 2000 € par mois de loyer. Si tu te prends un petit studio, ça va. J'avoue, j'avoue. Frérot, c'est chaud Paris si t'es au SMIC. Oui, mais quand tu fais 45 500 net à l'année, t'es pas au SMIC. T'es nettement au-dessus du SMIC. Voilà, on est. Politiquement, il n'y a pas mieux que la Suisse IMO. Franchement, la Suisse, c'est stylé. À partir du moment où tu arrives à être salarié en Suisse, t'es le roi du pétrole. J'ai un pote là qui est en cybersécurité. J'ai deux potes qui sont en cybersécurité en Suisse. C'est salaire à 6 chiffres. Et quand tu veux faire un prêt pour t'acheter une grosse Mercedes ou une grosse BMW, ça passe comme une lettre à la poste. Là, j'ai un collègue qui s'est pris une AMG, il est au max. Mais bon, voilà, il a fait des belles études et il est en cybersécu. Et quand tu es en cybersécu en Suisse, tu bosses pour des grosses banques, tu te mets bien. J'ai dit 6 chiffres à l'année, je voulais dire 6 chiffres par mois, hein. À l'année, pardon. Oui, 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 à l'année, à l'année, à l'année. Je confonds tout. Voilà, on a beaucoup parlé d'argent. Moi, j'aime bien parler d'argent avec vous. Je pense que c'est intéressant pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas forcément. Je vous propose, euh, je vous propose d'enchaîner un petit peu sur les actualités crypto. Et puis, si vous voulez continuer de parler un petit peu de salariat, d'opti fiscal, de trucs cool comme ça, on peut en parler après avec grand plaisir. On parle de la match Shanghai. Alors, il paraît que la match Shanghai, il y a eu un problème technique. C'est vrai qu'on l'a pas rapporté dans le Coin Hebdo. Je sais pas si on en a parlé dans une news. Visiblement non. On a parlé de Solana mais pas de Shanghai. Mais apparemment il y a eu un souci sur le testnet de Shanghai. Et donc la mise à jour va être retardée pour Ethereum. En tout cas, GG Capet que des bonnes news. Carrément, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez, let's go. Donc pour revenir aux actualités. Alors ça, on vous en avait déjà parlé. Maintenant, on a le nom. Sushi va lancer une plateforme de produits dérivés qui s'appelle Vortex. Je crois qu'en fait, ils ont fait l'acquisition d'une plateforme sur Cosmos qui s'appelle Vortex. Et cette plateforme sur Cosmos, elle utilise le Layer 1 C Network dont on vous a parlé la semaine dernière normalement. D'ailleurs, on est en contact avec eux, on va essayer de bosser avec eux. Je me suis fait introduire par un validateur de blocs sur Cosmos, là, pour C, ça pourrait être sympa. Mais voilà, on a fait un article dessus, c'est un Layer 1 super performant, avec une latence basse, des trucs comme ça pour du trading, des produits dérivés. Et donc c'est pour ça que Sushi lance enfin du produit dérivé, parce qu'aujourd'hui, Sushi, ils ne font que du marché spot. Et en plus, ils font ça sur Ethereum, donc ça coûte cher. Là, ils font du dérivé sur Cosmos. Voilà. Announce Vortex been acquired by SushiSwap. Donc, est-ce que ça va avoir un impact positif sur le sushi? Affaire à suivre. Mais en tout cas, c'est intéressant. Parce qu'il y a de plus en plus de monde qui se déplace vers Cosmos. Question dans le chat, tu as parlé de Multiversix? Non, j'en ai pas parlé. J'ai pas grand chose à dire pour être honnête avec toi. Je suis pas trop. Et Can Platform, je crois que c'était un truc sécurisé contre le quantique. Mais il me semble qu'ils ont eu un problème récemment. Genre un hack, un truc comme ça, non?
Ouais, c'était un problème lié à un bridge, c'est ça. Bridge hack, 1 million. Bon, il y a pire, mais il y a mieux, quoi. Ouais, on m'en avait parlé. On m'en avait parlé, Quantum Resistant Blockchain. Après, honnêtement, Ethereum pourra être résistant au quantique. Là, il n'est pas fait pour, mais il est préparé pour. Donc, si jamais il y a une vraie menace quantique, Ethereum saura s'adapter, parce qu'Ethereum est modulaire. Donc, si tu veux, ça me passe pas de problème. Plus le temps passe, plus je me dis que les Layer 1 hors Ethereum, ça va lentement mourir ou presque. Bah, c'est ce que je commence à me dire. Je regarde les VC Chain, parce qu'il ne faut pas dormir sur ce qui se passe. Mais les Layer 2 Ethereum, ça commence à être violent, ouais. Ethereum ou Celestia, d'ailleurs. Ensuite, deuxième news, un collectionneur de Bored Ape Yacht Club dump ses tokens. Alors, je vous la fais courte. En gros, vous savez, il y a la marketplace Blur qui a vraiment monopolisé les liquidités. C'est assez ouf, d'ailleurs. Et comme c'est très 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 liquide sur Blur, bah les gars se sont dit, bon bah voilà, vu qu'il y a de la liquidité, on va pouvoir gerber nos Bored Ape et nos autres NFT sur le marché sans que ça impacte trop le marché. Donc c'est plutôt cool. Et du coup, ils ont ramassé un beau pactole. 11 millions. Voilà. Alors d'ailleurs, par rapport à Blur, si jamais vous savez, sur les vidéos, t'as une discussion en fond. Ah oui, je suis désolé. C'est la musique. Il y a des moments, il y a une discussion en fond. Et c'est bon, on est revenu sur de la musique. Je disais, quand on fait des vidéos Coin Academy, voilà, comme celle-ci, on vous laisse toujours des liens utiles en description. Et là, en l'occurrence, je vous avais mis reporting complet sur Blur et pourquoi il prend des parts de marché. Donc c'est le reporting d'un collègue. Bon, si on pouvait éviter de liker les messages privés, s'il n'y a rien de grave. Et donc, tu cliques dessus, et donc il explique vraiment bien ce qui se passe. Et c'est surtout ça qui est intéressant, c'est que vous voyez, le bleu, là, c'est OpenSea. Donc c'était le volume d'OpenSea en termes de NFT. Il monopolisait jusqu'en 2022 absolument tout le marché. Ensuite, on a LuxRare qui est arrivé. Peu de temps après, on a eu Y2Y2 qui a pris de la part de marché et qui en prend encore d'ailleurs. Et Blur est arrivé en octobre 2022. C'est en orange. Et vous voyez que Blur, vraiment, ils ont violenté le marché. Hein. Bonne soirée, Dams. Ils ont vraiment violenté le marché. C'est hardcore. C'est pour ça qu'OpenSea a revu sa politique de frais. Parce qu'en fait, comme le disait Léo dans cette petite vidéo que je vous invite à voir, en gros, quand tu lists sur Blur, tu peux lister sur plusieurs marketplaces, tu as moins de frais. Donc OpenSea, ils ont pris vraiment tarif. Donc si jamais vous voulez comprendre tout ce qui s'est passé par rapport à Blur, je vous laisse le reporting dans le chat. Mais c'est intéressant. Très intéressant. Et donc voilà, le marché est plutôt liquide sur Blur en ce moment, vu que c'est hype. Donc ce monsieur-là, il a gerbé ses liquidités. Ensuite, on a Binance US qui se fait retarder son deal avec Voyager. Alors vous le savez, à la base, Voyager, c'est une boîte, une grosse boîte pour prêt d'actifs crypto-monnaies. Ça devait être racheté par FTX, sauf que FTX a craché. Donc, ça devait se faire racheter par l'entité US de Binance, Binance US. Beaucoup de wash trading sur Blur, ouais, enfin il n'y en a pas que sur Blur. Hein. Il y en a... À partir du moment où tu as peu de frais, tu as du wash trading. Hein. Donc tu en as sur Magic Eden, tu en as partout. Partout. Et sans doute bientôt sur OpenSea avec les nouvelles politiques de frais. Ouais, je reviens là-dessus. Binance US, du coup, se fait retarder par le régulateur SEC son rachat de voyageurs. C'est extrêmement désagréable parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais du coup, ça n'avance pas. Voilà. Et je pense que le régulateur, justement, essaie un petit peu de chasser les activités de Binance sur le marché US pour privilégier peut-être des boîtes US type Coinbase. Alors, je ne dis pas que Coinbase complote avec le régulateur, mais il y a moyen que ce soit aussi des décisions politiques pour que la SEC, elle casse pas trop la tête aux boîtes US, mais qu'en revanche, elle casse la tête aux autres boîtes. Après, je dis ça, elle a quand même cassé la tête à Kraken, et je crois que Kraken, c'est US. Kraken, Exchange, je vais vérifier. Il me semble que c'est US. Hein. Ouais, San Francisco. Ouais, tout à fait. On va enfin parler du Layer 2 de Coinbase. Pour ceux qui n'ont pas bien saisi ce qu'il s'agit.
Kraken allemand. Ils ont une entité peut-être en Allemagne, mais la boîte elle est US. Yo Zalzadar. Donc Coinbase, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un choix politique extrêmement intéressant. Comme vous le voyez en ce moment, les régulateurs, ils cassent la tête à vouloir tout considérer comme du security token, parce qu'à partir du moment où voilà, les jetons sont considérés comme des security tokens, ça devient un gros bordel réglementaire. Potentiellement, ça peut appliquer des choses de manière rétroactive et ça peut demander des amendes à plein d'entreprises. Donc c'est le bordel. C'est pour ça que DYDX quitte le Layer 2 StarkEx pour aller sur Cosmos, pour se décentraliser. C'est pour ça que j'imagine que les Bored Ape et le jeton Ape, ça va partir dans une logique plus décentralisée. Et aujourd'hui, Coinbase lance un Layer 2 qui s'appelle Base, mais ce Layer 2 n'aura pas de token. Et ça, c'est très important. Parce qu'en fait, Coinbase, ils sont en bourse. Donc, ils ont leur truc qui représente la valeur de Coinbase. Et ils n'ont pas d'intérêt à lancer un jeton, parce que sur du moyen long terme, ils vont se faire attaquer par les régulateurs. Donc, pas de jeton. Juste, ils lancent un Layer 2 Base qui est basé sur Optimism. Et leur intérêt, c'est quoi? C'est de pouvoir proposer des produits DeFi sur ce Layer 2 avec Coinbase. Et comme c'est un produit de finance décentralisée, en fait, clairement, c'est une initiative qui leur permet deux choses. C'est une initiative qui leur permet d'avoir le pied un peu plus ancré. Excusez-moi. Ça leur permet d'avoir le pied un peu plus ancré dans la finance décentralisée parce qu'ils savent très bien que la finance décentralisée, c'est le futur et qu'à un moment donné, les échanges centralisés, ça va être finito. Et ça leur permet aussi de ne pas avoir de problème réglementaire en émettant un jeton ou je sais pas quoi. Donc du coup, ils vont faire partie de l'OP-Stake de Optimism, donc ils vont participer à l'évolution d'Optimism. Donc ça, c'est plutôt bullish pour Optimism. Et eux, ça leur permet de proposer des nouveaux produits sans se faire attaquer. Donc voilà ce qu'il faut en retenir de Base tout simplement. Donc on surveillera ça avec attention. Sachant que voilà, quand tu regardes un petit peu la TVL de tous les produits de type Layer 2, en fait, il n'y en a que 3 quoi, qui font du volume. Tu as Arbitrum, Optimism et DYDX. Métis, c'est un fork d'Optimism aussi d'ailleurs. Et Immutable X, ils ont un peu de mal à faire du volume. Hein. Pour dire que c'est le plus gros Layer 2 NFT d'Ethereum, ils galèrent un peu. Zkessing, c'est pas live. Ouais, Boba Network, il n'y a rien de tout dessus en fait. Et Polygon, ça va bientôt être live. Je crois que je me le suis noté d'ailleurs. Je crois que je me suis noté. Alors, Erratic Ape qui dit dans le chat, la SEC n'a pas le pouvoir de réglementer quoi que ce soit, hormis en allant défendre sa position devant un tribunal pour chaque asset. C'est pas tenable, ils n'arrivent même pas à des prêts pour l'XRP. Oui, mais ils peuvent casser les couilles, en fait. Hein. DYDX, je ne le compterai même pas, c'est une app spécialisée. Ouais, c'est une app spécialisée, c'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre? Voilà, Binance qui ferme des comptes de produits dérivés pour des Australiens. En gros, encore une fois, problème réglementaire. Donc, ils laissent les produits dérivés pour certains clients institutionnels agréés, mais tous les clients australiens qui aient du dérivé, bah, ils se font clôturer leur compte. Comme ça, pas de problème pour eux. Voilà. La news est assez rapide à expliquer. Dernière news, par rapport à Coinbase, encore une fois, l'estimation de leurs revenus a augmenté. On a déjà d'une part, bah, forcément, Coinbase, c'est un des exchanges de crypto-monnaies les plus réglementés, les plus clean. Et en plus de ça, ils sont aussi, on va dire, actionnaires et fondateurs, je crois, du stablecoin USDC. Et du coup, ce stablecoin USDC leur permet de toucher un beau pactole. Ici, on parle de 146 millions de dollars rien que pour le trimestre, malgré la baisse d'activité sur 2021. Donc, plutôt sympa. Le secteur abonnement et services qui comprend le staking et l'écosystème USDC a connu la plus forte croissance trimestrielle et annuelle pour Coinbase et a attiré l'attention des autorités réglementaires. La SEC a récemment averti qu'elle avait jeté sur l'ascension sur les services de staking. Pour toi, c'est quoi les narratifs pour 2023? Ça, c'est une excellente question. Bah, tu vois, on a fini le Coin Hebdo. Donc, je vais te répondre tout de suite. Alors, narratif pour 2023. Pour moi, déjà les Layer 2. Naturellement.
tout ce qui est layer 2, narratif de zinzin. À savoir que... je l'ai pas noté Polygon? Si, je l'ai noté Polygon. À savoir que tu vas voir la ZK EVM de Polygon qui va arriver sous peu. C'est prévu pour mars, en mainnet. Donc, un nouveau concurrent de Starkware. Tu as Starkware qui va arriver. Tu as ZK Sync qui va arriver. Tu as Scroll qui va arriver. Côté Optimistic Rollup, bon, bah, Arbitrum, tôt ou tard, j'imagine qu'ils vont nous lancer un jeton, je ne sais pas. Sinon, bah, tu as les altcoins qui se build sur Arbitrum. Comme tu l'as vu, côté Optimism, le concurrent d'Arbitrum, tu as de plus en plus de forks qui vont faire des trucs. Donc déjà, les Layer 2, grosse narrative. Ça, c'est évident. Pour ce qui est de la partie IA, je suis très mal renseigné sur le sujet. Mais de toute façon, je pense que c'est beaucoup de projets bullshit. Alors, c'est bien pour spéculer court terme. Mais d'un point de vue concret, ça me fait un peu peur, disons. Voilà. Ça me fait un peu peur. Donc, j'y vois pas grand-chose. Ensuite, autre narrative, on a, et je crois pas qu'on ait couvert la news sur Coin Academy, et si c'est le cas, c'est très dommage. On a le fait que le régulateur de Hong Kong, si on l'a trouvé, si on l'a couvert, je suis content. Le régulateur de Hong Kong accélère sa réglementation des stablecoins. Alors pourquoi ça nous intéresse? Parce que Hong Kong, c'est le marché chinois. Pardon. Je me le note parce que ce sera pour... Je vous le mets dans la description YouTube si jamais vous écoutez la rediffusion. Hong Kong, c'est le paradis fiscal chinois. Et le marché chinois, c'est énormément de fric. Mais vraiment, les Chinois, ils ont trop de fric. Et de toute façon, vous l'avez vu, hein, quand la Chine a commencé à bannir le mining et compagnie, ça a été assez biriche. Moi, je trouve que cette news, elle est extrêmement bullish. Parce qu'en gros, ils vont assouplir la réglementation crypto. Et du coup, ça risque de faire venir pas mal d'entrepreneurs à Hong Kong ou pousser des initiatives entrepreneuriales à Hong Kong, faire s'intéresser des investisseurs institutionnels chinois. Et ça peut ramener énormément de fric sur le marché. Alors, j'ai pas pris le temps de lire l'actu, on va la lire ensemble. Après une année 2022 marquée par des faillites à répétition, 2023 pourrait être le signe de la réglementation. En ligne de mire, comme l'exemple de Hong Kong le démontre avec fermeté, les stablecoins représentent un enjeu essentiel. Depuis moins d'un an, en raison de l'effondrement de Terra Luna, les stablecoins font l'objet d'une attention particulière. Bon, je coupe court parce que là, il va nous reciter le contexte. Conscient de la place systématique prise par le stablecoin, les régulateurs se sont rapidement emparés du sujet pour essayer de le réguler. Que ce soit les États-Unis, l'Europe, Hong Kong, les stablecoins sont amenés à être fortement cadrés. D'ailleurs, récemment, sous la pression de la SEC, l'entreprise émettrice du BUSD Paxos s'est vue dans l'obligation d'arrêter d'émettre des BUSD. Et d'ailleurs, sur cette news-là, on sait depuis peu que Coinbase, d'ici 15 jours, va aussi stopper les paires de trading en BUSD. Voilà. Coinbase will suspend trading on Binance USD on March 13. Donc du coup, le BUSD finit au pipeau. Et Binance se base sur quoi? Sur pas USD. Bah, ils vont prendre un autre stablecoin, hein, donc soit USDC, soit USD, enfin True USD, soit le Tether, voilà, mais juste ce sera pas le BUSD. Bref, reprenons. Dès lors, l'évolution de la situation devrait particulièrement être importante dans le développement à moyen et long terme de l'écosystème. À Hong Kong, une législation devrait voir le jour dans les prochains mois. Donc voilà, c'est pour 2023, cette législation chinoise. Depuis plusieurs semaines, l'autorité monétaire de Hong Kong dévoile le contour de sa future législation hongkongaise. En ce sens, selon les rumeurs de plus en plus pressantes, cette réglementation... Oui, bon, on répète la même chose. Sans surprise, le texte souhaite faire entrer dans son champ d'application toutes les entités qui commercialisent ou opèrent activement sur le territoire de Hong Kong. Donc si j'ai bien compris, par rapport à ça d'ailleurs, ça va être un petit peu la même logique qu'en Europe. Il va falloir obtenir une licence en tant qu'entreprise à Hong Kong pour pouvoir avoir le droit d'exercer, mais au moins le fait d'avoir un cadre réglementaire sûr et pas de revenir en arrière, ça va apporter de la sérénité pour les acteurs de l'écosystème. Non, j'ai pas fini Harry Potter Legacy, non. Tu comptes aller à NFT Berlin? C'est quand NFT Berlin? Ok. Ok. Très bien. Bah attends.
Why not? Pas sûr, mais why not? Faut voir. Pas prévu pour le moment. Je reviens sur ce que je disais, du coup. De plus, la HKMA estime que les stablecoins doivent être entièrement adossés à des actifs liquides de haute qualité, donc on n'est pas sur du stablecoin algorithmique, en monnaie fiduciaire de référence au pair. Et on n'est pas sur du collatéralisé en Ethereum, donc on sera sur du collatéralisé en monnaie fiduciaire, ok? Donc stablecoin centralisé en fait. Quid des émetteurs étrangers? Bon, je sais même pas le lien. Le rayonnement international de Hong Kong. En effet, au-delà de la protection des consommateurs et de la stabilité financière, le régulateur doit également être un promoteur actif de l'économie du pays. En ce sens, Hong Kong a rapidement compris que les crypto-monnaies pouvaient représenter une grande opportunité d'essor économique. Ken Lo, directeur de la stratégie chez HK Hong Kong BitX, explique que cette régulation doit permettre de faciliter la mise en œuvre de la prochaine ère de paiement. Voilà, c'est ce que je vous disais en fait. À partir du moment où tu as un cadre réglementaire, ça va te permettre de pouvoir faire du business. Les soirées berlinoises sont magiques. Je suis d'accord. Cette position est reprise par Michael Wang, associé dans un cabinet d'avocats, qui estime que l'autorité de régulation adoptera un positionnement favorable au commerce pour faire en sorte que cela fonctionne à la fois pour le secteur et du point de vue de la protection des investisseurs. Donc voilà, on est en train de mettre en place le cadre réglementaire partout, en France puis en Europe, du côté de Hong Kong. Côté US, ils sont un peu plus agressifs avec la SEC. Donc c'est en train de se préparer, mais pour moi, là, il faut bien faire ses devoirs parce que ça va repartir violent. Je peux me tromper, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont bears. Moi, je fais partie de ceux qui sont bulls. Mais je peux me tromper. Parce que je vois pas, à part le climat anxiogène de la guerre, je vois pas ce qui peut nous arriver. Mais il y a quand même ce climat anxiogène de la guerre. Je voulais également vous parler de Monero très rapidement, parce que c'est vrai que je parle absolument jamais de Monero, c'est dommage. Tout à l'heure, je me suis immiscé dans une conversation. Petit rappel, la plupart des altcoins sont des arnaques. Donc, Monsieur TK pose une question au sujet du Monero. Est-ce que tu le considères comme une arnaque? CryptoJohn répond, je le place dans une catégorie à part, c'est un projet sérieux. Mon pari est que son utilité disparaîtra grâce au futur développement de Bitcoin. Je suis assez d'accord là-dessus. Mais par contre, je ne suis pas très serein sur le quand. Je pense que les 10 prochaines années seront safe pour Monero. Mais par contre, je trouve que ça vaut le coup d'en posséder un petit peu au cas où je me trompe. Là, je lui pose la question, et c'est pas une pique, hein. La politique inflationniste du XMR ne te dérange pas? Et là, j'ai quelqu'un qui couvre Monero qui me répond. Avez-vous étudié la politique inflationniste des émissions de Monero, qui sont de l'ordre de moins d'1% d'inflation par an? Une inflation moins élevée que le Bitcoin qui tend à 0. Quel est le modèle de sécurité de Bitcoin à long terme? Question sérieuse. Même le développeur le plus intelligent de Bitcoin Core commence à s'en rendre compte. Et ça, c'est un vrai sujet. On en parle régulièrement. Sécuriser la blockchain exclusivement avec des frais de transaction sans inflation, ça peut devenir compliqué. Une légère inflation peut faire sens. Mais dans le cas de Bitcoin, ça nécessiterait un hard fork. Du côté de Monero, il y a de l'inflation. Pour info, Peter Todd est l'un des tout premiers développeurs à avoir travaillé sur le code de Bitcoin aux côtés de Satoshi. D'ailleurs, je vais le follow. Twitter, il a du mal à charger. Je ne sais pas si c'est mon extension Chrome, mais il y a moyen que ce soit mon extension Chrome. Hop, je vais suivre pour la science. More evidence that we cannot rely on fees in the future to pay for proof of work security. En gros, de plus en plus d'évidence que nous ne pouvons pas faire confiance uniquement aux frais pour payer la sécurité du proof of work. Bitcoin a besoin d'implémenter... J'ai pas compris ça. Pas de fork pour BTC, c'est irréel. Bah... S'il y a fork, il faut vraiment que ce soit justifié, quoi. Une émission de queue. C'est quoi qui veut le dire par tail emission? C'est de l'inflation? Crypto, tail emission. J'essaie de comprendre. Excusez-moi, je ne connais pas tout. Apparemment, il se base sur le modèle Monero. Les récompenses de blocs ne tomberont jamais à zéro. Les blocs diminueront progressivement jusqu'à l'acquisition. Ok. Les mineurs ont besoin d'une incitation à exploiter en raison de la taille dynamique des blocs. La concurrence entre les mineurs entraînera une diminution des frais. Si l'exploitation n'est pas rentable en raison d'un coût élevé,
et d'une faible récompense, les mineurs perdent leur incitation et arrêteront l'exploitation minière, ce qui réduira la sécurité. Ouais, c'est ça. Donc un petit peu d'inflation dans un bloc reward, c'est ça. Et bah, c'est un sujet très intéressant. Tant que la problématique, elle n'est pas actuelle, et qu'il y a quand même de quoi manger pour les mineurs, let's go. Mais peut-être que ça va être nécessaire parce que effectivement, et comme il l'a très bien fait remarquer, là avec ce bear market, on a de plus en plus de mineurs qui font faillite ou qui se font racheter. T'as BlackRock qui commence à renflouer, un des plus gros fonds d'investissement au monde, le deuxième plus gros en fait derrière Vanguard. Donc c'est pas terrible. Qu'en disent les BTC Maxi à ce sujet? Il faudrait les questionner, ça pourrait être un sujet très intéressant. Mais le sujet mérite d'exister. Ce qui est d'intéressant, effectivement, ça je l'avais vu passer aussi, c'est que pendant le bear market, le Monero s'est extrêmement bien porté. Si tu fais XMR BTC, là, ces derniers temps, qu'est-ce qu'il me raconte? Bon, je vais me connecter alors. Je vais me connecter. Je peux pas fermer ça là? Bon, il y en a un qui va me dire si, tu dois faire machin. Écoute, j'ai une solution très simple. Outils. Graphique. Voilà. Passer TradingView sur Coin Academy, comme ça. XMR BTC. Pardon. Ça revient au même et au moins je me fais pas... Alors, XMR USDT, BTC USDT. Excusez-moi. Oula. Ok. Ok, bon, je sais que je sais pas utiliser mon propre outil. Putain, j'ai loupé le live. C'est pas grave, il y aura la rediff, frérot. Tu pourras demander à Hardisk. Il y a le Firo aussi, ouais. Voilà. Depuis le début de 2022, le XMR, il reprend des petites forces. Et on commence à avoir une tendance haussière. Alors, est-ce que ça va continuer comme ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, sur le Darknet, il n'y a que du Monero. Et le Monero, c'est pas un projet forcément mauvais. Le seul problème du Monero, et je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'il a beaucoup fondu, c'est qu'il est listé dans très peu d'exchanges. Pour ceux qui veulent savoir comment on sait où est listé un jeton, tu cliques dessus, tu vas dans l'onglet marché, et là tu peux voir où il est listé. Et d'ailleurs, il est sur Binance. Hein. Binance, Bitfinex, Kraken, mais pas Coinbase, j'imagine, pour des problèmes évidents de réglementation. Mais il est quand même sur des gros exchanges. Hein. Ok. Et niveau volume, il n'y en a pas tellement. Un peu Binance, quoi. Regarde nos logs. Reprends un petit peu des forces. C'est quoi l'unicité du Monero? Je comprends pas la question. Du coup, je viens de me contredire. Ouais, je pensais qu'il y en avait nulle part. Et en fait, j'ai dit une grosse connerie. Je pensais qu'il y en avait nulle part. Mais en fait, si, ça va. Parce que de mémoire, il me semblait que tout le monde les retirait petit à petit. Bon, bah, j'ai dit une bêtise. Pour les stables, suite à BUSD, tu conseilles quoi? Justement, c'est une vidéo qu'on est censé sortir. Mais l'USDP de Paxos, l'USDC, le DAI, le futur GHO d'AV, j'imagine. Bref, des stablecoins liquides et pas algorithmiques. D'ailleurs, le Frax ne sera bientôt plus algorithmique. Donc le Frax peut être intéressant aussi. Tu regardes stablecoin. Bilan sur Accord Rate, j'entends ça tout le temps. Non, je pense pas. Voilà. Donc tu as USDC, DAI, TrueUSD, Frax, USDP. Voilà ce que je te conseille. Centralisé.
centralisé, semi-centralisé, centralisé. Et le Frax, je sais pas trop comment il est collatéralisé. Il y a le LUSD aussi. Il y a effectivement le LUSD plus bas. Moins liquide, mais il est là. Si tu veux te hedger sur de l'or aussi, tu peux faire... pas le Tether Gold, pardon, mais tu peux faire le Pax Gold. D'ailleurs, il est listé où le Pax Gold? Tiens. Il est sur Binance, ok. Mais en paire USDT. Ok. Il est en paire BTC, il est en paire BUSD. Voilà, si tu veux te hedger sur de l'or, tu peux. C'est en fait le prix du Pax Gold, c'est le prix d'une once d'or. On n'a pas un graphique chez Veracash? C'est une blague? Si. Ok, donc ça c'est le prix au gramme. Voilà, et ça c'est le prix de l'once d'or. Très bien. Parce que une once d'or ça représente je ne sais plus combien de grammes. Que du stablecoin indexé sur le dollar. Bah non, pas le Pax Gold du coup. Un avis sur Phantom à surveiller, comme beaucoup de Layer 1 qui vont essayer de s'en sortir. Attention, le Pipecoin, il y a des frais de transfert 1% sur le RC20. Mieux vaut acheter 20 sur SEX et pas bouger. Ok. Es-tu client via Cash? Alors, je ne le suis pas. Mon ancien patron l'est. C'est une bonne boîte de mémoire. Pour ceux qui connaissent pas, ouais, Veracash, c'est une boîte où tu peux avoir un compte bancaire indexé sur de l'or, de l'argent et je crois d'autres métaux précieux. Ouais, non, l'or, l'argent en fait. Donc du coup, quand tu payes avec ta carte bancaire, ça retire de ton solde en or. Ah, ils ont du diamant aussi. Ok. Voilà, pour ceux qui veulent pas être que sur de la crypto et qui veulent pas être sur de la monnaie fiat, tu peux te hedger sur des métaux précieux qui ont fait leur preuve dans le temps. C'est quoi ça en arrière-plan? C'est de la techno. Oh non, faut que je me connecte. Est-ce qu'il va retrouver mon compte comme ça? Oui. Anti la concurrence sérieux, ils ont très probablement plein de concurrents sérieux. Je sais attends, néobanque russe. Argent, or, métaux. Il me semble qu'ils ont un truc de zinzin, les Russes. Comment ça s'appelle? Faut que je la retrouve. Attendez, je vais perdre 5 minutes. Parce que les Russes, je sais qu'ils ont des néobanques de fou. Néobanque russe. Kiwi. Très mal noté d'ailleurs, what the fuck. Voilà, Kiwi. Est-ce que je peux avoir un bouton C'était un pote tchétchène, franco-tchétchène qui m'avait montré ça. Et il me semble qu'il propose plein de produits pour investir dans l'or, l'argent et tout, mais c'est peut-être des produits dérivés, je sais plus. Mais Revolut aussi, il me semble, hein, qui font la même chose. Attends, Revolut. Sinon, t'as Bitpanda, je crois. Ouais, Revolut matière première. Exact. Donc c'est des produits dérivés, mais c'est pas grave, ça revient au même. Donc ils font l'or. Ils proposent quoi? Ils le disent pas? Bah dis donc, c'est pas très clair sur la page à part montrer l'or. Hein. Ok, on va aller sur Bitpanda. Commodities. Pétrole, gaz, 28 matières premières. On peut avoir la liste s'il vous plaît les gars, ce serait trop demandé ou pas? Liste matières premières, Bitpanda. Ok. Ah ouais, il y en a hein.
Regardez tout ce qu'il y a. Sucre, métaux précieux, thym, gasoil, carbone, nickel. Ah, c'est cool. C'est cool. Voilà, pour les gens qui veulent se diversifier, on parle un petit peu d'autre chose que les cryptos, les matières premières, c'est sympa aussi. Surtout en temps d'inflation. Putain, mais c'est vrai! Mais pourquoi je regarde pas ça au lieu de chialer avec le... J'ai pas pensé à spéculer sur les matières premières. On n'en parle jamais sérieux. Attendez, on peut avoir le cours entier ou pas? Cours du sucre sur un an. Le sucre, il a bien performé. 30%. Parce que tu participerais à la famine. Ah bah, les marchés n'ont pas besoin de moi, hein, tu sais, pour participer à la famine. Carbone. Ah, ça c'est du crédit carbone, non? L'aluminium, ça a dû exploser l'alu, non? Ah non. Putain, ça a pas bougé l'alu? Alors que l'électricité, c'est la galère pour pouvoir produire de l'alu. Enfin, travailler l'alu, plutôt. Agriculture. Il y a quoi dans l'agriculture? Désolé, je m'amuse là. Le thorium, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Non, il n'y a pas. Le coton, le cacao. Ah, c'est marrant. Coton. Ça perd un peu. Cacao, ça bouge un peu. Le blé, ça a baissé. Ok. Le blé. Ouais, mais comment ça se fait? Je croyais que tous les prix avaient explosé, alors pourquoi là on constate l'inverse? Elles sont indexées sur quoi ces actions? J'ai pas le détail, il faudrait le lire. Mais ça peut être intéressant. On nous ment sur l'inflation, je sais pas. Le pic d'inflation est sûrement passé, mais il doit y avoir de ça aussi. Parce que regarde, je vais prendre l'aluminium. Cours de l'aluminium. Parce que c'est vrai qu'un an, ça fait pas terrible. Alors, Boursorama. Ouais, voilà, t'as eu une belle poussée sur l'aluminium quand on commençait vraiment à se chier dessus avec la guerre en Ukraine. En fait, on a surinterprété la guerre en Ukraine et après, ça s'est régulé. Ok. Ouais. Faudrait prendre le temps. C'est pas les meilleurs endroits pour mater les charts. Mais faudrait prendre le temps de regarder les matières premières. Il y a peut-être des sous à faire, hein. Enfin, moi je trade en crypto, mais si jamais on se refait un bull run et qu'il y a une odeur de top, faudrait que je regarde quelques matières. Ok. Agoradex, je connais de nom, mais j'ai pas trop check encore. Crypto for Winner. Ouais, non, mais les trucs comme ça m'intéresse pas, Street of Rage. Je te remercie, mais ça m'intéresse pas du tout. ETF, matière première. Ah. Ok. Ah, c'est stylé. Alors, du coup, si je prends Bloomberg Commodity Index. Bon, si on pouvait avoir une charte un petit peu plus grosse. Surtout que le bouton... Ah, voilà. Crash Covid. Inflation, pic inflationniste. Ouais, juste après la guerre en Ukraine, en fait. On a... Ok.
Ouais, faudra qu'on regarde les tokens. Alors, c'est Comdex, je crois. Comdex qui propose des produits dérivés. C'est une blockchain sur Cosmos, mais ils ont pas une map. Pas une map, une app. Comdex Asset. Désolé, je découvre un peu. Hein. Parce qu'il y a les actifs synthétiques comme Dex qui sont censés reproduire justement ce qu'on regardait tout à l'heure. Mais est-ce qu'ils sont sortis ces trucs? Ah voilà, c'est C-Swap. C-Swap comme Dex. Pour spéculer sur des tokens de matières premières. Donc ça doit être le stablecoin de Coindex. Mais elles sont où les matières premières? Il n'y a pas de matières premières. Elles arrivent quand? C'est... Tu peux me toucher. Elle est sympa la musique. Il faudra qu'on regarde un peu les tokens de matières premières sur des protocoles sérieux. Parce que Mirror Protocol sur Luna, c'était intéressant avant que ça crache. Parce qu'il parle d'or, il parle de pétrole, mais le Sea Oil, il y a le Sea Oil? Bah non, il n'y a pas de Sea Oil. Sea Oil comme next. Ils l'ont retiré en fait. Sea Gold, Sea Silver, Sea Oil. Voilà, donc en fait, il y a dû y avoir ou il va y avoir, mais pour le moment, il n'y a rien d'intéressant sur Comdex. C'est très dommage. Alors, on va remarquer. Regardez. Commodity Tokens DeFi. Crypto Commodity. Commodity Token, alors like Security Token, ouais. Mais donnez-moi des noms de tokens commodity. Decentralized Commodity Derivative Exchange, d'accord. Donc là, on est carrément sur du... Le site fait peur, hein. D'accord, et ça tourne sur Metalex, sur Fetchail, le truc d'IA. Ok. Je sais pas si c'est sérieux, attendez. Qu'est-ce que ça fait boomer? Shade sur Secret qui devrait le faire, c'est possible, on va regarder après. Metalex, absolument personne que je connais le suit. Super intéressant du coup. Super rassurant. Alors si je fais Defiliama... Donc Metal Swap. Metal Swap. Là, on est en train de se perdre dans des protocoles bizarres. Ok. ETH USDT. Je comprends rien. Il n'y a pas de commodity là.
ici, donc il y a le Pax Gold. Mais c'est tout. Ok, ouais, donc il y a un Pax Gold histoire de dire qu'ils sont sur de la matière première, mais il n'y a rien en fait. Ok. Beavish Finance. On est devenu trader de commodities ce soir, les potes. Voilà, il faut le savoir. Donc on a l'or et on a l'argent. Ok. Ok. Going up or going down. Ah ouais. Ouais, ça m'intéresse pas. Sur Shade, c'est pas encore là. Ok. Ouais, c'est la galère hein, pour choper de la commodity. A pas l'air ready. Voilà, si vous trouvez des trucs de bon côté, n'hésitez pas à me les tweets prochainement. Moi, je vais reprendre mes notes du coup. Ah oui. Bah tu vois, l'infray, j'avais noté un gains. Ouais, gains. T'as le lien de gains, n'hésite pas à l'envoyer parce que là, j'ai pas. Ton GDoc, celui-là, c'est mes notes à moi, je le partage pas. Voilà, donc, petit... Je m'étais fait allumer pour ce tweet. Et là, il me dit Ethereum est centralisé, seulement 520 000 validateurs pour 8 milliards d'êtres humains. Merci pour Gains. Du coup, je regarde Gains et après on... Et après on check. Du coup, il y a quoi comme commodity? Il faut attendre l'ouverture. Ok. Ah, IPFS Resolve, d'accord. C'est hébergé sur IPFS. Bon, je vais me le noter. Voilà, donc je prends le tweet de l'infray. Lido est un ensemble de validateurs, comme un pool. Lido représente 30% des ETH déposés en staking, mais derrière ces 30 entités de validateurs. Voilà. Pour ceux qui sont un peu inquiétés par la centralisation sur Ethereum, c'est pas aussi centralisé qu'on nous le dit, mais il y a quand même des problèmes et ça devrait aller mieux avec la mise à jour Shanghai sur Ethereum. Chacune de ces entités derrière Lido peut avoir des ETH qui viennent. Par exemple, Stakefish valide 3% du réseau. Ok. Ok, qu'est-ce que je m'étais noté d'autre? Alors oui, ça, je pense que c'est rigolo. Quand ça voudra bien charger. Donc c'est les revenus de Nvidia. Et en fait, quand c'est écrit 2023, en fait c'est 2022. Hein. Donc en gros, à partir du moment où le marché crypto s'est cassé la gueule, les ventes de GPU Nvidia, c'est surtout là qu'on le voit, les ventes de GPU pour les gamers, merde, notées en violet. Attends, excusez-moi, j'avais un bug. Voilà. Gaming. Regardez. Dès qu'on a attaqué l'année 2022, ça faisait encore des ventes parce que voilà, c'était peak bull run. Et après, tout 2022, le gaming, ça a baissé. Donc il y a une corrélation assez énorme entre le marché des cryptos et les ventes de cartes graphiques pour les gamers. Hein. Tu disais que tu étais bullish sur Action Intel dans le futur. Ouais, bah surtout qu'elle a bien fondu là. Donc, tiens, on va regarder où ça en est. Elle continue de fondre, hein, l'action Intel. Hein.
Écoute, pour le moment, graphiquement, elle ressemble à rien l'action Intel, donc on va la laisser fondre un peu plus. Parce que ouais, techniquement, ça fait pas rêver. Mais en fait, ça marche plus du tout. Est-ce qu'ils vont encore me casser la tête, la TradingView, si je mets Intel? Vous voyez, le bear market les a bien assommés. On n'en est pas non plus au niveau de... On n'est pas non plus au niveau de 2009. Hein. Il y a de la marge, mais... Ouais, il va falloir voir. Là... Ah, il y a peut-être un retournement qui se dessine là, en fait. Est-ce qu'on peut zoomer un peu ce bordel là? Ce serait sympa, oui. Il faudrait retrouver de la force rapidement côté acheteur. Hop, hop. Que ça reparte. Qu'on casse cette tendance, qu'on s'en sert comme support et que ça reparte. Parce que s'il n'y a pas de force, pas terrible. Pas terrible pour Intel. Je rentrerai pas maintenant, de toute façon, je suis patient et confiant. Mais c'est pas joli. AMD, eux, continuent leur bull run avec beaucoup plus de force. Là, vous voyez clairement le W est beaucoup plus sympa. Là, on casse la tendance. On s'en resserre comme support. Donc là, AMD, il y a peut-être un bon point d'entrée ici. N'hésitez pas à questionner Picsou d'ailleurs sur ça. Et Nvidia. Nvidia. Espèce de W là aussi. Nvidia c'est sympa. Surtout qu'Nvidia en fait ils sont trop... C'est trop bullish Nvidia parce qu'en termes d'intelligence artificielle ils cabossent absolument tout le monde. Tous ceux qui font de l'IA achètent du Nvidia. Donc même si les revenus ils ont un peu baissé à cause du gaming qui a baissé, bon, Nvidia se porte bien. Voilà, comme dit Linfred, ChatGPT c'est que du GPU Nvidia par exemple. Ouais. Mais voilà, ceux qui font de la modélisation, ceux qui font du modding, des métaverses, de la virtualisation, du cloud gaming, des... franchement, Nvidia, ils sont partout. Il manque plus qu'ils fassent des processeurs et qu'ils soient dans des serveurs PC et c'est bon. Pour le moment, je n'investis pas encore dans les actions, mais je crois que tu as Degiro qui est super bien en courtier. Je sais pas si on avait fait un article sur Degiro d'ailleurs, sur Khan Academy. Mais j'avais entendu beaucoup de bien parce qu'ils assomment pas trop au niveau des frais. Je sais pas quels produits ils ont. Investir, ETF, obligations, hein, matières premières. XTB aussi, ouais. Je connais moins XTB. Moi, on m'a vraiment parlé de Degiro. Hein. Trade Republic qui est pas mal. Ok. Ils font ça aussi. Je savais pas. J'ai vu passer Trade Republic. Hein. J'ai vu qu'ils ont levé énormément d'argent, qu'ils font pas mal de marketing et tout. Actions et ETF, ok. Produits. Donc des actions en bourse. Intéressant. Ok. Faut regarder tout ça. Faut comparer. Vous avez vu du coup Degiro, Trade Republic, XTB. Pour pas faire de jaloux, voilà. XTB. Faut regarder les frais, le parcours utilisateur. C'est intéressant. Je maîtrise pas trop ça.
Niveau frais, on n'a vraiment rien chez Desgiro. Voilà, il y a des convaincus de Desgiro dans le chat. Et de Terre et de République. Ça fait combien de temps qu'on live là? 1h35, ok. Voilà, on regarde un peu les actions, plus des cryptos, c'est intéressant. Pour se diversifier. IMPT, je connais pas. Ok, je vais garder ça ouvert. Ensuite, une VM Solana sur Polygon qui arrive aussi, effectivement. Je vous en avais déjà parlé d'Eclipse, on a un article sur le sujet d'ailleurs. Eh bien, Eclipse va aussi être porté sur Polygon. Et du coup, les gens qui ont fait des D-apps sur Solana vont pouvoir les migrer sur Polygon. D'ailleurs, attendez. Ça, c'est pour le frère. Voilà. Il faudra qu'on mette à jour notre article dessus. Non. Non, là, il y a quelque chose que... Non, non, là, il y a un truc qui va pas. J'y crois pas. Ah non, c'est juste que je ne sais pas l'écrire. Je ne sais pas l'écrire, en fait. Tout simplement. Effectivement, si je mets un Y au lieu du I, ça ne marchera pas. Voilà. Voilà, donc on avait fait un petit article dessus pour les intéresser. Il faudrait qu'on le mette à jour, du coup, vu qu'il passe aussi sur Polygon. Voilà, roll-up à ce service sur du Polygon, sur du Celestia, je crois. Eigenlayer The Restaking, Collective. Ah, il y a le white paper d'Eigenlayer. Faut que je lise ça. Ça, faut que je le lise. C'est un protocole hyper important, ça. C'est un protocole où en fait tu peux donner encore plus d'utilité à tes jetons Ethereum stakés pour générer un peu plus de rendement en fonction de ta sensibilité au risque. Fracture Trust Network. Stylé. Putain, il s'en passe des choses. Ok, qu'est-ce que je me suis noté d'autre? Roll-up souveraine versus blockchain souveraine, j'avais noté. C'était par rapport à quoi ça? Comme Instadapp? Non, pas vraiment, parce qu'Instadapp c'est juste un facilitateur de produits DeFi, je crois, non? Ouais, donc c'est le sujet qui revient. Donc question ouverte, je remets un petit peu de dynamique, là je suis avachi sur ma chaise, excusez-moi. Bonne soirée Orion. Quand vous voyez du Coinbase qui fait un roll-up plutôt qu'une chaîne souveraine ou son propre layer 1, est-ce que ça vous dit pas l'avenir c'est les roll-up Ethereum plutôt que créer de nouvelles blockchains? Question ouverte. Vous en pensez quoi? Est-ce que les layer 1 vont gentiment mourir ou est-ce que les layer 1 vont continuer à performer et nous contredire? Donc là on a un Cosmos Maxi. Accélère GMP. C'est quoi ça? General Messaging Passing. Ah. T'es malin, frère. Tu mets-le sur Discord, ça, frérot, s'il te plaît. On regardera ça avec Ponzi. Je ne connaissais pas. D'ailleurs, si tu veux mettre ça aussi sur le Discord, n'hésite pas. C'est quoi? C'est un layer 0 bis en fait, non? Ah, il faudrait que je lise, il faudrait que je me pose pour lire. Native USDC sur Cosmos, effectivement. C'est vrai.
La guerre avec Cosmos va être intéressante. Écoutez, j'ai fait le tour de mes notes. J'ai fait le tour de mes notes. Ouais, je pense que j'ai une extension Chrome là qui me fait ramer mon Twitter. C'est pas normal qu'il soit si lent. Performant, trade affinity feature. Attendez 2 secondes, ça m'intéresse. J'ai la version 1.7.0. Excusez-moi, là je suis complètement hors sujet. Complètement hors sujet avec les cryptos. Je mets à jour un outil pour de l'optimisation de performance pour du gaming PC. Oh. J'ai rêvé que Coinbase allait lancer un subnet. Bah, tu sais, un roll-up souverain, c'est un peu la même chose. Hein. Sauf que là, c'est backé par la sécurité d'Ethereum. Voilà le pari en fait. Hein. Et donc là, si je lance CapRemix. Donc comment je l'active? Use it. Oui. Je regarde un petit peu mes mentions. Ça a beaucoup bougé côté gaming PC aussi, c'est impressionnant. Hein. Il y a tout qui bouge en ce moment, c'est cool. On va pouvoir passer du temps en live. Vous voyez là, j'ai monté un nouveau PC. Aussi, je vais faire une vidéo avec MSI. On a un nouveau processeur AMD qui arrive. Comme je vous ai dit, j'ai le contrat avec Ultra, donc je vais pouvoir vous parler un peu plus d'Ultra. Bref, ça a vraiment bougé. Et côté crypto, il y a beaucoup de mouvements aussi. Donc je vous prépare la formation. Bitcoin, Ethereum. On peut parler effectivement de la panne réseau de Solana. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Alors la panne réseau de Solana, en gros, si j'ai bien compris, Solana, c'est un peu des ploucs sur un truc. C'est que très souvent, tu as des hard forks. Donc ils poussent une mise à jour et disent à tout le monde, hey les gars, poussez la mise à jour. Il y en a qui le font, il y en a qui sont pas au courant et qui ne le font pas. Et en fait, s'il y a un trop gros écart entre ceux qui l'ont fait et ceux qui l'ont pas fait, ça peut créer du manque de stabilité sur le réseau. Et là, typiquement, si j'ai bien compris, il y a plein de gens qui ont oublié de la faire et ça a foutu un peu le réseau en l'air. Et ça a bugué. Donc là, depuis, c'est passé. Mais ça a été le bordel. Mais ils savent pas exactement tout. Alors, qui a l'habitude de panne de son réseau? L'activité de la blockchain était extrêmement réduite, passant de 5000 transactions secondes à une vingtaine. Alors pareil, hein, les transactions secondes, vu que c'est quasiment que des... Bonne soirée l'infré. Les 5000 transactions secondes, comme c'est quasiment que des votes on-chain, en réalité, on est plus sur du 400 transactions secondes. Hein. Ça, c'est la réalité du marché. Ça dit quoi XKI? C'est quoi tes targets? T'as eu des insights? Alors j'ai pas d'insight, j'ai pas de target et j'y touche pas, je m'occupe d'autre chose parce que ça bouge tellement pas que ça m'énerve carrément. De toute façon je lui ai dit. Ça fait 1 an et demi, t'inquiète, plus tard il va se passer des trucs, plus tard, oui, plus tard quoi, c'est bon. Moi ça m'a fatigué, alors j'ai rien vendu, hein, mais j'en parle pas, je passe sur le Telegram, je vois que ça bouge pas et ça me déçoit un petit peu. C'est pas une question que ouais le prix il a baissé machin. C'est juste une question qu'il n'y a vraiment aucun marketing quoi. On n'a pas. Pas le minimum. Pour moi. Du coup, alors on en était là.
Après des heures d'enquête, les développeurs ont finalement trouvé la cause, à savoir la mise à jour de 1.14. Les validateurs du réseau ont dû se coordonner pour redémarrer le réseau. Non, non. Ouais. Le premier retour a échoué car les validateurs se sont rendus compte qu'ils avaient choisi le mauvais point de retour en arrière, repoussant la finalisation du problème. Le deuxième effort conjoint des validateurs a été couronné de succès. Donc ils sont repassés à une version antérieure du réseau. Ok. Donc ils ont downgrade quoi. Ils ont demandé à tout le monde de downgrade. C'est un problème avec un gros bloc. Ok. L'un des validateurs de la blockchain serait responsable des montées de ping observées au début de la panne. Ce bloc obstrue turbine, le protocole de distribution. Ok, donc c'est un gros bloc qui aurait cassé un composant de Solana. Et ensuite, vu que tu as des blocs dédiés exclusivement au vote et des blocs de transactions, c'est parti en sucette. Ouais, c'est compliqué. Hein. Franchement, Solana, en ce moment, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Ça doit plus de devoir... Ouais, mais en fait, ils font tout en prod, les gars. Les testnets, non, ils font tout en prod. Ils disent c'est un réseau en bêta, ils font tout en prod. Mais ouais, c'est enchaînement de problématiques. Hein. Quel bordel. Bizarrement, ça n'a même pas d'op. Non, pas trop. Voilà, on a Spotify aussi qui vont lancer un produit NFT. Google Cloud qui lance un validateur de blocs sur Tezos. Et on a Arbitrum qui processe de plus en plus de transactions. Avalanche, je pense que c'est l'aide. Non, au contraire, moi je pense qu'Avalanche, ils vont bien s'en sortir. C'est bien ce qu'ils font, ça build. C'est pensé interopérabilité, il y a de la performance. Non, franchement, il peut se passer des trucs sympas sur Avalanche. C'est un des layers 0 qui me chauffe de plus en plus. En vrai. Bon, écoutez, en tout cas, j'espère que ce petit live vous a plu. Je vais vous laisser. J'ai envoyé ça à mon monteur. On balancera la rediffusion sur la chaîne de Coin Academy. Elle sera dispo ici, du coup. Petit instant publicité. Voilà, voilà. En attendant, sur la chaîne, n'hésitez pas à voir nos autres rediffusions ou petits clips condensés pour les plus précédents d'entre vous. On parle de plein de trucs. Et moi, je vous souhaite une excellente soirée. Ciao tout le monde.